Voyons les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour à vous tous, ensemble nous allons passer 1h30 d'émission avec des thématiques et surtout nos invités et nos rubriques. Vous avez pris le pli donc de retrouver chaque samedi matin la petite Maïssa. Aujourd'hui on va jouer à la maman. Bien en fait elle va parler des accidents domestiques, elle va nous expliquer tout cela à travers donc des gestes aussi qu'ils doivent faire, que les enfants aussi ne doivent pas faire. Tout savoir sur les accidents domestiques tout à l'heure avec la rubrique de Maïssa Enfance. Et puis nous aurons le plaisir aussi de retrouver Samira Hadjamar. Dans sa rubrique aussi Écume et patrimoine, elle nous parlera de cette revue et surtout cet ouvrage du CNRPH, du Centre national de préhistoire et donc de recherche préhistorique. Elle nous parlera bien sûr de cette édition, le Libica. C'est un ouvrage aussi qui est édité par le CNRPH et ça parle d'études, de fouilles, de patrimoine. Elle nous expliquera tout cela dans sa rubrique. Et aussi nous aurons des invités. On parlera en tout début d'émission du VIH-Sida. Et oui, avec bien sûr à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida à travers le monde, l'Algérie n'est pas en reste, bien au contraire. Nous allons voir l'avancée aussi donc, de la thérapie ici en Algérie et surtout prendre en charge les malades atteints donc, de sida. Pour ce faire, nous aurons un médecin sur notre plateau, représentant du ministère de la Santé, elle est infectiologue et surtout aussi un représentant donc, d'un laboratoire médical. Il viendra nous parler donc, d'une campagne qu'ils vont mener tout au long donc, de cette semaine pour lutter contre le VIH-Sida. Voilà, et puis on aura une artiste, il s'agit de Yasmine Taleb qui sera parmi nous, elle qui a aussi un nouvel album, surtout en préparation, nouveau single qu'elle va nous ramener en exclusivité pour Bonjour d'Algérie. Vous allez découvrir ce talent, c'est une jeune fille qui est magnifique, qui est à travers donc sa guitare, va en tout cas nous faire voyager à travers sa musique. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et je vous laisse en compagnie de Mina Abed tout de suite pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, on n'oublie pas que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Tout au long de l'émission, nous allons le retrouver, notre sponsor. Bonjour Mina. Bonjour. Un gros plan sur vous ce matin. Oui. Comment ça va? Vous n'allez pas? Ça va. Vous allez bien? Alors, les pluies vont faire plaisir à beaucoup de monde aujourd'hui. À beaucoup de monde, oui, mais... On est arrivé avec une averse, une forte averse. Oui, au boulot. d'ailleurs. Oui, une grosse averse. Très, très grosse averse. J'espère que ça va être tout doux parce que, bon, vous avez aussi le BMS spécial aussi. Oui, tout à fait. Vous allez l'annoncer. Je vais l'annoncer. Allez-y, je vous laisse. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est très bon réveil, effectivement. Météo Algérie a émis un BMS hier concernant les régions de l'ouest et du centre avec des averses, de pluie, des orages, également un cumul qui a même parfois dépassé les 60 mm. Ce BMS prendra fin en cet début de matinée. Le temps pour cet après-midi, un ciel toujours couvert sur l'ensemble des régions nord, notamment vers la partie centre, avec des pluies assez marquées en journée, des vents assez forts, des vents jusqu'à 50 km/h. Notamment sur le nord Sahara, sur les côtes du centre, de l'est et de la partie ouest. Une petite amélioration sur la partie ouest à partir de cet après-midi avec des nuages, quelques gouttes de pluie également vers les régions côtières, de la neige sur les hauteurs, notamment les hauteurs du centre et de l'est. Sur la partie sud, un ciel passagèrement nuageux. Sur le nord Sahara, les oasis partiellement voilées. Sur le reste des régions sahariennes, les températures de cet après-midi, elles restent en baisse avec sur la moitié nord un minimum de 9 degrés à Djulfa ainsi qu'à Batna al-Beyad, on notera 16 du côté d'Alger, Oran 18 à Annaba, 18 également
à Constantine, on notera 17 degrés à Ghardaya, 14 à Béchar, 17 à Tindouf, 16 degrés à Hassim Saoud et enfin 33 degrés, ce sera la maximale à Borj, Bedi Mouhtari et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer très agitée vers les côtes ouest, agitée sur le centre et l'est du pays, avec des vents entre 30 et 50 km/h vers la partie ouest, entre 30 et 60 km/h sur le centre et enfin entre 20 et 30 km/h vers la partie est. Place tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel toujours dégagé à Paris ainsi qu'à Istanbul, couvert. À Berlin, Vienne, on notera de la neige à Moscou, des averses à Lisbonne. Et puis côté Mercure, on notera 3 degrés à Kiev, 14 à Istanbul, 17 à Rome, 3 degrés seulement à Vienne, 4 à Berlin, 12 à Londres, Paris, 16 à Lisbonne et enfin 2 degrés seulement à Moscou. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Ça a été donc annoncé déjà hier avec Amel Haribi. Non, avec vous. C'était vous, Mina. Et puis on aura un petit peu l'occasion donc de voir les pluies. Tant mieux pour certains. Tant mieux, oui. Mais bon, quand il y en a trop, il faut faire aussi attention. Voilà, il faut faire attention. Voilà, donc on dit aux automobilistes d'être prudents sur les routes. Vous aussi, prenez vos vestes, vos parapluies et faites aussi attention, n'est-ce pas, Mina? Très attention. Merci. Merci. À midi pour d'autres bulletins météo et 19h, bien entendu, après les journaux télévisés sur Canal Algérie. On vous laisse avec une belle chanson. Nous allons parler de sida tout de suite avec nos premiers invités. Mais avant, je vous invite à apprécier cette chanson du collectif donc Lied Feliet qui ont travaillé énormément sur la lutte contre le sida. Ce sont donc des jeunes. Regardez, on se retrouve juste après. D'abord, il m'a effleuré. C'était agréable. Il m'a ensuite chuchoté quelques mots doux. Puis il a commencé à hurler sans cesse jusqu'à amenuiser la voix de l'espoir. Je n'entends plus que toi dans leur voix. Je ne vois plus que toi dans leur regard. Ça te suffit donc pas de t'emparer de mon corps. Tu t'en prends aussi à mon âme. Tu consumes ma joie. Tu pervertis ma vie. Et depuis toi, je ne suis rien d'autre qu'un tabou. زلقت يدي راحت فوق لاكاشات مطراسي الطريق وفات لافي داشات وبات الخبر انا حياتي لاشات مادام انا نسيت نسقسي على حالي ما يغيبني الحال كحبابي وداروها لي طامع في الدنيا وعيني عدى حالي الحمد لله اليوم لقيت ناس تسمع لقوالي
Voilà, de retour sur le plateau, vous avez pu le voir, le collectif donc, de ces artistes qui ont travaillé Felied pour à chaque fois donc, lutter contre le sida avec bien sûr Yazid Aïd Hamadouche qui avait beaucoup travaillé avec d'autres associations pour lutter et surtout marquer cette journée du 1er décembre. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec nos invités. On va commencer par les dames. Fatma Zohra Zmit, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes maître assistante en maladies infectieuses à l'hôpital Hadif Lissi. Et vous êtes accompagnée par Mustafa Youbi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc directeur des affaires publiques d'un laboratoire médical ici implanté en Algérie depuis quelques années. Tout à fait. Voilà, marhaba bik. Alors vous êtes là parce que le ministère de la Santé a initié une campagne donc, de lutte contre le sida et ça commence déjà bien avant avec un collectif aussi d'associations qui sont sur le terrain, n'est-ce pas? Exactement. Oui, il y a toutes les associations qui travaillent durant toute l'année. Oui. Ce n'est pas que par rapport au 1er décembre, c'est toute l'année que les associations travaillent et qui font du boulot sur le terrain. Sur le terrain. Un énorme travail. Exactement. Oui. C'était une des premières donc, épidémies, on va dire, et surtout qui faisait peur au monde entier. Le VIH-Sida à son apparition il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, il a été quand même maîtrisé. On en sait un peu plus sur ce VIH. Et on arrive quand même à travailler sur une thérapie aujourd'hui avec l'avancée des chercheurs, des laborantins. Oui, il faut savoir que nous, on a commencé quand même en 96 notre trithérapie. C'est quand même, ça fait très longtemps. Et là, on s'est amélioré. On utilise les nouvelles molécules. On a amélioré vraiment la prise en charge de nos personnes vivant avec le VIH. Tout à fait. Voilà. Et au sein donc, des laboratoires, ils sont nombreux à travailler sur différentes pathologies, infections, virus, bactéries. Vous, ça fait quelques années que vous vous êtes implanté ici en Algérie. Vous êtes aussi assez bien représenté dans le monde entier. Tout à fait, madame. Je vous remercie d'abord de nous donner la parole et de nous accorder cette entrevue. Alors, juste pour rappel, nous faisons partie, c'est le laboratoire Janssen, des laboratoires Johnson & Johnson, qui est leader mondial depuis 130 ans dans le domaine de la santé. Et un peu plus de 80 ans, nos chercheurs qui sont engagés et qui sont reconnus travaillent justement à l'élaboration de solutions thérapeutiques pour améliorer la prise en charge de la santé publique, et notamment dans le cadre du VIH, des vaccins, de la maladie d'Ebola et de l'hépatite virale C. Fort de cet héritage, ça a permis, grâce aux efforts de la recherche, de transformer le sida, qui était initialement une maladie mortelle et aiguë, en une maladie chronique et gérable. Mortelle, aiguë, en plus d'être aussi une maladie taboue, une maladie aussi honteuse, et qui était très mal connue, donc beaucoup en avaient peur. Exactement. Mais il y a un changement de paradigme, il y a un changement de mentalité qui ont permis, grâce aux efforts de la recherche, et juste pour ne pas les citer, le travail de notre compagnie a permis de faire en matière d'infectiologie des recherches, et ce depuis 25 ans, et qui ont permis quand même d'élaborer à peu près 8 molécules dans le traitement du sida, ce qui est non négligeable, et également d'autres 8 molécules qui font partie de la liste essentielle de l'OMS pour justement prendre en charge ces maladies émergentes et réémergentes. Et ce changement de paradigme a permis une meilleure adhésion au traitement pour l'unique et simple raison, c'est que nous avons amélioré l'efficacité, la tolérabilité et la simplification des prises. Et nous sommes passés, et Dr Zemit peut le confirmer, et je me rappelle d'une anecdote, un des chercheurs de la compagnie qui avait pris en charge le sida dans le Zaïre, le Congo belge à l'époque, quand on remonte à 20-25 ans, la prise en charge elle était fastidieuse, lourde et avec beaucoup d'effets secondaires. Le malade était censé prendre jusqu'à 20 comprimés par jour, ce qui était non négligeable, et le taux de mortalité était très élevé. Ça pouvait aller au-delà de 95%. Maintenant, avec cette innovation et avec ces efforts de recherche, nous avons pu quand même changer complètement et réduire et changer de paradigme dans la prise en charge du traitement avec des simplifications de prise, c'est parfois un comprimé par jour. Nous avons une trithérapie en une formulation, c'est-à-dire c'est des combinaisons fixes, donc vous regardez le niveau d'adhérence, il est beaucoup plus important. Il y a également des formulations pédiatriques, il y a des formulations innovantes en termes de formes injectables à long acting ou ce qu'on appelle les formes à action en retard.
Et récemment, et j'espère que ce progrès va continuer, notre compagnie est en train de mettre au point un vaccin préventif, et c'est une première mondiale. Il le fait aussi en association avec d'autres partenaires qui font énormément de recherches là-dessus à travers le monde et qui vont permettre de développer des études d'efficacité clinique chez plus de 6000 patients. Voilà. C'est une cohorte quand même assez importante. Un échantillonnage qui a été fait au niveau mondial. Tout à fait. 6000 personnes dans le monde. 13 pays. 13 pays. Et à travers plusieurs continents, à travers le monde. Donc pour vous dire que la recherche ne s'estompe pas et les efforts conjugués de la recherche clinique et de la recherche-développement permettront de mettre des solutions thérapeutiques qui prendront efficacement, avec une tolérabilité et une simplification des prises, nos patients, qu'ils soient adultes, jeunes ou femmes enceintes. On est bien loin donc de cette trithérapie qui au départ nous paraissait formidable. Hein. C'était une révolution pour la médecine, pour le soin aussi donc, et la guérison du VIH/SIDA, les porteurs sains aussi et surtout donc, les séropositifs. Aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup d'avancées dans ce traitement donc, du VIH/SIDA, la transmission de la maman à l'enfant aussi, ça a été une belle victoire aussi. Oui, il y a certains pays qui ont complètement éliminé cette transmission. Ils sont arrivés à 0 transmission mère-enfant. On aimerait bien nous aussi arriver. Mais pour y arriver, il faut insister sur le dépistage. C'est ça. Donc c'est la prévention. Ça, c'est le travail des associations, justement. C'est le travail de tout le monde. Ouais. C'est le travail de tout le monde, de vous-même aussi. Oui, les médias ont un rôle très important à jouer pour la sensibilisation, l'information. Il ne faut pas y penser que le 1er décembre, il faut y penser toute l'année. Donc il faut travailler toute l'année. Et donc ce qu'il vient de dire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu la trithérapie en 96. C'était, on prenait les médicaments dans le creux de la main. C'était vraiment une poignée, horrible. Une poignée de médicaments, malheureusement. Et l'observance était très, très, très faible. Les gens oubliaient de prendre leurs médicaments et tout. Et puis maintenant, on arrive à 1-3 comprimés par jour. C'est extraordinaire. Et l'observance est meilleure. Et donc, s'il y a une bonne observance, donc il y a la transmission est moindre. Donc, on aura moins de cas. Donc, voilà. Et là, on insiste surtout sur cette transmission. Les séropositifs, ce n'est pas des porteurs sains. Séropositif, ça veut dire qu'il va... Ils ont le virus. Voilà, il a le virus et il transmet ce virus sans le savoir parfois. C'est ça. C'est pour ça que le dépistage est très important. Voilà, le dépistage est très important. Et donc, dès qu'on dépiste, on traite. C'est test and treat. Donc, c'est systématique. En traitant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la charge virale de la personne. En diminuant cette quantité de virus dans son sang, on va diminuer la transmission. Voilà, on peut arriver à diminuer le nombre de cas. Tout à fait. Voilà. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ça se transmet aussi par le sang. Et donc, de la maman à l'enfant, à son bébé, donc quand elle est enceinte. Et donc, c'est là où on doit insister sur ce dépistage de la femme en âge de procréer, de la femme qui est enceinte. C'est tout ça. C'est pour la mettre sous traitement et empêcher le passage du virus à son bébé. Et sa propagation, bien sûr. Voilà. Et arriver à 0 transmission mère-enfant, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, en arrivant, on a parlé justement de cette pandémie mondiale. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde entier sont préoccupés par un seul virus, c'est celui donc du coronavirus et Covid-19 plus précisément. Aujourd'hui, tous ces chercheurs sont absorbés par la découverte de ce fameux virus et surtout son application à travers le monde. Mais vous travaillez quotidiennement avec d'autres pathologies. Il ne faut pas oublier les autres pathologies. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça le slogan de cette année. Donc, n'oublions pas qu'il y a d'autres pathologies. Il y a parmi ces pathologies le VIH. Nous, je peux vous donner un exemple. Nos malades ne venaient pas en consultation. C'était très difficile à gérer tout ça. Non, ils avaient peur de cette maladie et c'est normal. Parce qu'ils ont une immunité qui est affaiblie et donc ils ont eu peur. Et nous-mêmes, on leur demandait de ne pas venir. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On leur envoyait leurs médicaments à travers les associations. Ils arrivaient, on a des malades qui sont à Darar, à Ouegla, à Chlef, partout. Ils sont partout. Et donc, c'est les associations qui leur envoyaient leurs médicaments et ils n'ont pas manqué de médicaments. Heureusement. D'ailleurs, c'est ça. C'est des maladies chroniques où on est obligé de prendre tous les jours notre traitement. Et grâce à ces associations, ces malades n'ont pas été oubliés. Alhamdoulilah. Justement, avec ce travail que vous faites au sein donc, des hôpitaux, avec les laboratoires, avec les associations, est-ce que le chiffre a baissé aujourd'hui à travers le monde et plus précisément en Algérie? Non, à travers le monde. Alors, je peux vous dire que nous sommes quand même
à 38 millions en 2019, 38 millions de personnes vivant avec le VIH, oui. Et en Algérie, on avoisine les 20 000 séropositifs. C'est vrai que nous, on est un pays à faible prévalence, c'est vrai. Très bien. Et c'est une infection qui est localisée, c'est-à-dire qui est concentrée sur des populations clés, mais toujours est-il que chaque jour, on a de nouveaux cas. Ouais. On reste stable, mais on a toujours de nouveaux cas. Tout à fait. Il y a eu cette opération qui avait été menée aussi avec la toxicologie. Ce virus peut être transmis aussi chez les toxicomanes. Oui. Il y a trois modes de transmission. Il y a le mode sexuel, il y a le mode sanguin et de la maman à son bébé. Et donc, sanguin veut dire les usagers de drogues injectables. Et le don de sang, il n'y a plus ce problème puisque le sang est contrôlé, donc il n'y a pas ce problème. Mais on a les usagers de drogues injectables. Il y avait une opération qui avait été menée avec les psychiatres pour essayer donc de sensibiliser. Exactement, oui. On disait même si vous utilisez donc ces drogues, faites-le et de avec manière, des seringues c'était une forme à usage unique, de sensibiliser quand même. Bien sûr, c'est important. Et puis nous, c'est comme dans le monde, c'est le mode sexuel qui est le premier qui donne... Oui, on avait vu beaucoup d'associations sur les terrains en général durant l'été, pour sensibiliser sur les plages avec les jeunes, pour pouvoir en parler ouvertement et pouvoir aussi sensibiliser, c'est vrai, pour essayer d'endiguer cette utilisation. Ça reste toujours tabou, hein? Oui, bien sûr. Justement, notre compagnie travaille à travers le monde pour un partenariat avec des associations dans le but de sensibiliser davantage de patients, de primo-infectés et également de prendre en charge correctement à travers ces thérapies ciblées qui ont permis vraiment de révolutionner cette prise en charge. Et juste pour vous paraphraser, madame, quand vous avez parlé du Covid, actuellement, cette pandémie mondiale a permis d'accélérer la recherche et ce qui a réellement pu nous aider à mettre au point des plateformes technologiques qui travaillent conjointement sur le HIV, le sida, sur la maladie d'Ebola, sur le Covid. Vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un malheur, ça permet de faire progresser la science pour une meilleure efficience dans le traitement, pour une meilleure efficience dans la prise en charge et surtout pour endiguer des maladies qui quand même sont prévalentes depuis un peu plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, docteur. Bien sûr. Avec moins d'effets secondaires sur justement la prise médicamenteuse. Avec un profil de tolérabilité et d'efficacité qui n'en est moindre, parce que l'une des causes et pour lesquelles les malades abandonnaient le traitement, d'abord ils avaient quand même une multitude de comprimés à prendre par jour, et le fait que sur le nombre d'années qui ont suivi, nous avons réduit le nombre de comprimés pour aller à des formulations simplifiées, c'est-à-dire un comprimé, ça permet une meilleure adhérence avec une tolérabilité, une efficacité qui justement augmente et chronicise la maladie et qui devient gérable par la suite. Et ça c'est un pas qui a été progressé dans la science et qui ne va pas s'arrêter, parce que quand on a des formes injectables, c'est-à-dire donner au malade une injection tous les 15 jours ou tous les mois, vous êtes sûr de le revoir le mois suivant parce qu'il est compliant au traitement. Exactement, avec le remboursement aussi. C'est surtout les effets secondaires qui faisaient que les malades arrêtaient ce traitement. C'était très lourd. C'était très lourd, exemple. Oui. Alors, c'était les déformations au niveau du corps, c'était les problèmes lipidiques et tout. Donc, les aftes Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on formait l'abdomen, on avait une hypotrophie au niveau du visage. Vraiment, il y avait des allergies aussi. Franchement, c'était des effets secondaires qui étaient intolérables et donc les gens arrêtaient le traitement. En arrêtant le traitement, on crée des résistances et par la suite, donc, on arrive à un stade terminal alors que le but, justement, c'est de vivre avec ce virus. C'est ça le but, pour le moment. Oui, pour le moment. Puisqu'on n'arrive pas, trouver le vaccin, puisqu'on n'arrive toujours pas à l'éradiquer, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réduire la quantité de ce virus dans le sang pour vivre mieux, pour améliorer la qualité de vie de la personne et vivre longtemps. C'est ça le but pour le moment du traitement qu'on a actuellement. En attendant, bien sûr, les vaccins et sinon d'autres médicaments qui vont
détruire complètement le virus du sang. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la course à tous les vaccins. Hein. On parle Exact. du vaccin contre la Covid-19 et aujourd'hui, on parlerait aussi du vaccin contre le sida. C'est aussi une grande révolution pour la médecine et pour la médecine du monde entier. C'est 25 ans d'acharnement et juste pour vous raconter une anecdote, le professeur Paul Janssen, qui est un chercheur reconnu mondialement et qui est d'origine belge, s'était vraiment juré de relever le défi pour traiter des maladies émergentes telles que la tuberculose, telles que le sida. Et le progrès ne s'est jamais arrêté parce qu'ils ont fait un focus sur le sida avec le concours, bien entendu, de l'OMS, avec le concours aussi de d'autres partenaires en matière de recherche. Et le vaccin préventif est en train de vraiment donner la voie pour montrer le chemin vers un développement clinique qui va aller beaucoup plus sur l'efficacité et qui pourra traiter une bonne partie de la population sidaïque et à travers le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 13 pays, c'est pas non négligeable. Et nous souhaitons des résultats dans les mois ou dans les années à venir pour vraiment trouver une solution définitive à la prise en charge du sida. Inch'Allah, très bien. Inch'Allah. Avec bien entendu le travail aussi de tout ce personnel médical qui aujourd'hui est complètement, vraiment, on va dire, très occupé au front, comme on le dit. Vraiment, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. On arrive à l'épuisement. Oui. On arrive à l'épuisement et moi, personnellement, comme on a des enfants qui sont VIH, quand on les voit venir à la consultation, pour oublier un petit peu la Covid, on est content de les voir. Oui, oui. Et quand ils sont bien, ils vont à l'école, franchement, ça nous fait quand même, ça nous donne un peu d'espoir. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, l'avancée de la médecine a énormément réussi. Donc, tant mieux pour justement ces enfants qui viennent. Ils n'ont rien demandé. Non, rien. Ils n'ont rien demandé. Franchement, c'est pour ça que j'insiste sur la prévention. J'insiste sur le dépistage. Et la protection surtout. Oui, et par exemple, les adultes, dès qu'il y a un comportement à risque, il faut aller vers le dépistage. Il faut aller vers cette sérologie. C'est un examen sanguin. Dépistage anonyme, c'est ça? C'est anonyme, c'est volontaire, c'est gratuit. On le fait partout maintenant. On le fait partout. Et donc, dès qu'il y a un comportement à risque, je parle des adultes, il faut aller vers ce dépistage. C'est une simple piqûre, c'est un simple prélèvement. Et dès qu'on sait que la personne est séropositive, on commence le traitement. En commençant le traitement, on va éviter des transmissions. Et c'est surtout éviter cette transmission mère-enfant. Exactement. Pour arriver à zéro transmission, c'est ce qu'on veut et c'est le vœu de tout le monde. Exactement. Quand on pense qu'à l'arrivée, bien sûr, de ce virus, tout le monde en avait peur et on pensait que ça allait faire justement une pandémie mondiale. Aujourd'hui, cette pandémie a été arrêtée, heureusement, alhamdoulilah, mais aujourd'hui, on vit une autre pandémie, malheureusement. Et ça reste toujours la prévention pour toutes les autres maladies. C'est vrai. C'est la prévention. Donc, si on sait qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie, il vaut mieux la prévenir. Très bien. Voilà. En tout cas, un dernier mot pour dire que le ministère de la Santé aussi a mené cette campagne avec toutes les associations, les médecins, les laboratoires. La prévention travaille toute l'année. On travaille toute l'année. C'est pas que le 1er décembre. C'est vraiment un combat de tous les jours. C'est bien. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Merci. Et puis bon courage pour ce que vous faites sur le terrain. Merci d'être venue. Je rappelle, Madame Fatma Zohra-Zmit, vous êtes maître assistante en maladies infectieuses, hôpital Hadi Flissi. À très bientôt. Merci. Et puis merci à vous, Monsieur Mustafa Youbi. Un dernier mot. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Nos efforts ne seront pas, comme dirait, vains, parce que je pense qu'on est dans une combinaison gagnante. Si on conjugue les efforts de la prévention, de la sensibilisation et de la thérapeutique, nous y arriverons, Inch'Allah, et je suis très confiant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes donc directeur des affaires publiques d'un laboratoire médical bien implanté ici et dans le monde. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage. Ce sont donc des jeunes et des villageois qui ont décidé de prendre les choses en main pour construire et donner un nouveau souffle, surtout un nouveau visage à leur village. Regardez, c'est un reportage signé Majid Benqassi. L'entraide villageoise n'est pas un vain mot dans cette belle région de Ait Bouaïssi, dans la commune de Tizin Berber, du côté d'Aoukas. Et pour cause, ces passerelles réalisées entre ciel et terre dans ces canyons de la rivière d'Imaraton par les habitants eux-mêmes. Des ouvrages conçus dans un site idyllique, une initiative qui a permis de doter le village de passages sécurisés. Notre ami Salah, le concepteur du projet,
nous en parle. Ils ont emprunté ce chemin-là, c'est pas un chemin, c'est sur les rochers. Voilà les rochers qui sont difficiles à grimper. Regardez, le chemin-là, il traverse d'ici, c'est très glissant. Carrément sur les rochers. Oui, carrément sur les rochers, ici c'est très glissant. Et c'est dangereux et glissant. Regardez par là, ils montent par les empreintes. Le chemin-là, ils traversent l'eau, et puis après ils escaladent de Donc finalement, la solution c'était ces passerelles-là. Oui, passerelle. Oui, donc on peut accéder jusqu'au bout. Oui, on peut accéder jusqu'au bout. C'est grâce à ces passerelles-là qu'ils sauvent la vie des jeunes. On a fait des passerelles ici avec notre propre moyen et grâce à mon frère Salah et Mourad qui a participé et tous les jeunes du quartier qui sont des villages. Ils sont participés avec tout notre propre moyen. Et ce qui est louable, c'est l'idée tout d'abord et l'initiative. C'est ça le plus essentiel. Après, tout vient tout seul. Vous avez trouvé un coin, disons, touristique. Oui, bien sûr, c'est un coin touristique et déjà il faut préserver le lieu. Déjà il faut le rendre un peu propre parce qu'à un moment donné... C'est une action écologique aussi. Bien sûr, c'est une action écologique parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une poubelle partout. Un projet solidaire d'une grande utilité pour la collectivité et exécuté avec les seuls moyens des villageois. Mourad, un enfant du pays, nous parle de ses souvenirs d'enfance à l'époque où il traversait difficilement la rivière avec son père. Étant enfant, on s'agrippait au rocher pour pouvoir accéder au bassin de cette rivière, parce qu'il y a un bassin ici en haut, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Oui, plusieurs bassins. Grâce à ces passerelles de l'altruisme, à Mach Salah, l'impossible est devenu possible. Même nos vieilles, aujourd'hui, peuvent accéder au bassin en toute sécurité. En fait, ce que vient de réaliser Ma'amash Salah reste une première dans les annales de toute la région. Ma'amash Salah a brisé la chaîne de l'inaction. Salah, le généreux villageois, a brisé la chaîne de l'inaction. C'est le mot. Il s'est sacrifié pour le bien-être des siens et de sa communauté. J'étais sur le point de partir en vacances en Tunisie avec ma famille et puis hop, ça m'a joué dans la tête. Je me suis dit non, j'ai vu des enfants de chez nous qui... Regardez ici, qui grimpaient, qui escaladaient les rochers là à haut risque, alors ça ne m'a pas permis. J'ai dit non, je vais annuler mes vacances et je vais peut-être retarder, peut-être annuler mes projets aussi. Et je suis plongé dans ce projet-là de réalisation des passerelles. Et c'est un villageois à qui on peut remettre une médaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la solidarité villageoise. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire nos villages et pourquoi pas nos quartiers dans les grandes villes d'Algérie. Alors, c'est Majid Benrassi que vous avez pu le reconnaître et il s'est bien abreuvé, il a bien bu de l'eau de la rivière et il s'est régalé. En tout cas, il nous a dit c'était très bon. Voilà, on remercie en tout cas tous ces villageois, en particulier Salah aussi qu'on avait reçu sur notre plateau. Rappelez-vous, il y a quelques temps, il était venu nous raconter cette belle histoire d'entraide au sein d'un village. Nous allons recevoir comme il se doit donc Samira Hadjahmar pour sa rubrique Écume et patrimoine. Comme chaque samedi matin, elle est parmi nous. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, le reportage vous a plu, hein? Beaucoup, j'ai aimé. Vous aurez bien aimé y être, pieds dans l'eau, ouais. C'est super sympa. Oui, prendre un petit peu. Il y a mis du cœur. Ouais, il y a mis du cœur comme à chaque fois. Comme vous d'ailleurs, vous allez nous parler de notre riche patrimoine. Exactement. Et que c'est très important de recenser tout cela. Recenser tout ça. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'Ibika. L'Ibika qui est on va dire une revue qui est éditée par le CNRPH, donc le Centre national de recherche préhistorique, historique et anthropologique. Voilà, donc l'Ibika, c'est un document très important. J'estime, et je pense que beaucoup de personnes doivent l'estimer aussi, puisque c'est quelque chose qui existe depuis le début des années 50. À l'époque, le CNRPH était un simple laboratoire et donc il réunissait beaucoup de chercheurs qui effectuaient énormément de fouilles, de travail sur le terrain. Mais donc, vu l'importance, il a été institutionnalisé. C'est devenu le CRAP. Donc toujours dans la recherche anthropologique et préhistorique et archéologique aussi, puisque pas mal de découvertes ont été faites depuis le début des années de la conquête française. Française en fait, donc 1830. Et tout ça en fait est transcrit dans ce genre d'ouvrage, dans l'Ibika. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça recense le patrimoine
la culture, l'identité, ça peut être du patrimoine immatériel. Des algérien, études aussi des études effectuées énormément. par nos chercheurs sur le terrain. Sur le terrain, ils vont sur le terrain justement, ils font de la collecte, ils font de la prospection aussi, ils recueillent un corpus et tout ça est transcrit dans l'IBICA. L'IBICA, c'est une fois par an, ça sort une fois par an. Donc, et on ne peut cette pas parler semaine- donc de recherche anthropolique sans parler de Mouloud Mamri. Bien sûr, Mouloud Mamri est Lui qui passé avait par le- initié, qui avait fait des heures et des heures de trajet pour essayer de recenser tout cela. De collecte, pour, de collecte. exactement, à travers tout le territoire national et en particulier dans la partie sud, donc le Sahara, où il a collecté énormément de, on va appeler ça le patrimoine immatériel, que ce soit pour les langues. Oui, et surtout la transcription qui était très importante, notamment des poèmes, etc. Oui, des poèmes, mais pas que, parce qu'il a pris des photos, il a enregistré du son, il a enregistré avec des gens. Tout ça, ça contribue à la conservation du patrimoine algérien. Et tout ça est justement dans le CNRPH. Et CNRPH, donc, a plusieurs structures, a plusieurs aussi publications. Il n'y a pas que l'IBICA, mais l'IBICA est importante parce que elle est distribuée elle a été, du moins dans un passé récent, distribuée dans plus de 100 pays. Il y a des chercheurs algériens qui y publient, mais aussi des chercheurs, donc des spécialistes étrangers. Et ça reste un ouvrage de référence. Et un outil indispensable pour nous, pour puisque vous. moi, je bien l'utilise sûr, pour faire mes reportages. Pour nous, en tant que journalistes, les étudiants également qui pourraient aussi l'utiliser, c'est un formidable outil donc, qui nous permet de connaître très bien, un peu mieux notre patrimoine. De le recenser à chaque fois, d'année en année, on découvre des sites, tout ça. Et il faut rappeler aussi que le CNRPH dispose d'un fonds très important, que ce soit sonore, vidéo, livres, ouvrages. Enfin, il y a énormément de choses. Les universitaires, donc, et même les étudiants qui préparent leur doctorat ou leur master peuvent aller là-bas pour donc, travailler et s'instruire. Et vous saviez que même la psychiatrie touche à cela. Bien sûr. Voilà, c'est Comment très important pour l'anthropologie, pour justement comprendre un petit peu mieux les choses. Le comportement des populations. C'est ça. Même, en fait, il s'occupe même de l'alimentation, comment les gens, il y a 1000 ans, mangeaient, tout ça. Il y a des silex, il dispose de beaucoup de choses qu'on va peut-être découvrir dans le reportage. Mais pas que, il y a plus de choses. Parce que là, ce qu'on va trouver, on va parler de la sortie cette semaine du Libica, c'est le numéro 36. Donc, Libica a commencé, je crois, en 1955 à être édité. Puis ça s'est arrêté vers la fin des années 90. Et là, ils reprennent. Cette semaine, ça sort. On est ravis. Oh, très bonne nouvelle. Oui. Et donc, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Inch'Allah, ça va reprendre, ça va être une fois par an. Et très bien. Voilà. Alors, on va vous suivre à travers donc, la présentation de cet ouvrage, l'IBICA, bien sûr, édité par le CNRPH. On suit le guide, c'est Samira Hadja. Après une absence qui aura duré plus de 20 ans, l'IBICA est paru cette semaine. Son initiateur est le CNRPH, le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. L'IBICA a vu le jour dans les années 50. Chercheurs et spécialistes vont pouvoir recommencer à consulter, mais aussi publier le résultat de leurs recherches sur l'exceptionnel patrimoine qui existe en Algérie. La revue Libica, qui est une revue de renommée internationale, vient de paraître maintenant, donc après plusieurs années d'interruption. Donc on en est au 36e numéro. Donc c'est une revue qui a une diffusion très mondiale. Donc à un certain moment, elle était envoyée dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Donc c'est une revue en fait dans laquelle les chercheurs du centre et les chercheurs du monde entier publient des travaux de recherche en relation avec donc les thématiques pour lesquelles travaille le centre, donc la préhistoire, l'anthropologie et l'histoire. Donc le dernier numéro qui vient de paraître, c'est le numéro 36, comme je l'avais dit, donc qui porte l'année 2020. L'IBICA est donc cet ouvrage de première importance pour la transcription du patrimoine.
Cette importance se caractérise aussi dans le travail quotidien entrepris par Félix Kharbouch, le directeur du CNRPH et ses équipes. Le CNRPH, donc, sa vocation première, c'est la recherche dans le domaine de la préhistoire, de l'anthropologie de l'histoire. Alors, en ce qui concerne la préhistoire, donc, nous sommes dans le domaine de l'archéologie. Et ce qui dit archéologie, donc, il y a un travail qui se fait en amont, c'est-à-dire depuis le travail de terrain, donc l'exploration de tous les sites préhistoriques algériens, il y en a des milliers. Donc ça passe par la prospection, la collecte des objets de toutes sortes. Il y a des outils préhistoriques faits sur des matières non périssables comme le silex, il y a des restes osseux de faune ou des restes humains. C'est la salle de l'anthropologie physique. Dans cette salle, on a plusieurs collections des restes humains de plusieurs époques, des périodes préhistoriques qui reviennent au paléolithique supérieur et puis paléolithique et néolithique, et des collections des périodes protohistoriques issues des monuments funéraires de tout type. L'accès à ce labo est aux chercheurs du centre en toute évidence, et en même temps, on assure la formation des étudiants de master et de doctorat des universités. Nous sommes dans le laboratoire de paléontologie et d'archéozoologie où sont conservés les restes fauniques issus des sites archéologiques que nous fouillons. Ici, donc, on tente de reconstituer les paléenvironnements et climats passés, mais également de retracer la relation homme-animal pour connaître les comportements alimentaires et de subsistance des populations anciennes, préhistorique, et surtout connaître donc cette relation entre l'homme et l'animal chassé, l'animal consommé, l'animal sacralisé qu'on retrouve comme offrande dans des sépultures par exemple. Et particulièrement moi je m'intéresse au processus de domestication, donc comment l'homme est devenu donc de chasseur-cueilleur à agriculteurs et éleveurs de bétail. C'est notamment ce que je fais dans le site de Médès 2 à El Alma, où j'ai pu démontrer une phase de néolithisation, donc de début de domestication de ces espèces, et que je présente dans le Libica. Archéologique, paléo ou encore préhistorique, le directeur du CNRPH revient sur les sites d'importance en Algérie qui racontent l'histoire de l'humanité. Nous avons un site pour cette période-là qui est clé pour la préhistoire mondiale, c'est le site de Ain Boucheret, qui vient d'être daté de 2,4 millions d'années, qui est considéré aujourd'hui comme le deuxième site le plus vieux au monde. Donc l'Algérie est en quelque sorte un deuxième berceau de l'humanité. Et pour toutes les périodes de la préhistoire, nous avons des sites clés également. Donc depuis 2,4 millions d'années jusqu'à 10 000 ans à peu près, à toutes ces périodes-là, l'Algérie, donc le territoire algérien, a été occupé par les hommes préhistoriques d'une manière continue et d'une manière, on va dire, tout le territoire algérien a été occupé pendant la période préhistorique, ce qui est une chose exceptionnelle. Voilà, en tout cas, c'est une revue très importante aujourd'hui, comme nous l'a dit donc tous les intervenants, comme nous l'ont dit tous les intervenants donc dans le reportage, et vous-même, vous nous l'avez un petit peu plus expliqué, et toute cette richesse qui existe au sein donc des laboratoires du CNRPH, avec la classification de chaque objet, chaque chose, chaque découverte est signalée dans ce Libica. Exactement, en tout cas annuellement inscrite exactement, ou transcrite, comme l'a dit le docteur Félix Kharbouch, qui est le directeur du CNRPH. Nous avons un patrimoine
exceptionnel, ou d'exception en tout cas. Et l'Algérie peut être considérée comme le deuxième berceau de l'humanité. Pourtant, on dit toujours le premier aujourd'hui. Le premier, c'est l'Afrique. Nous sommes en Afrique. Oui. Le deuxième, c'est l'Algérie, au nord de l'Afrique. D'accord. Avec la dernière et récente découverte, on pensait qu'on était les premiers. Non, l'Afrique reste quand même le berceau. D'accord, ok. Alors, ou le premier, hein, en ce qui me concerne, on est les premiers. Voilà, juste pour rappeler, au moment où on a fait ce tournage, donc je voulais remercier l'équipe qui a travaillé dessus, bien sûr. C'est entre autres le monteur Slimane Hamimi, mais aussi Aziz Lorour, qui est le caméraman, qui malheureusement ce jour-là avait perdu son cousin Hannej Lamine, qui était fleuriste à Hydra. Donc voilà, je voulais avoir une petite pensée. Voilà. Sinon, pour l'Ibica, ce qui est intéressant, ce qu'il a annoncé entre autres le directeur du CNRPH, c'est que les 36 numéros, donc du numéro 0 on va dire jusqu'au 36e, celui qui est sorti cette semaine, ça va être numérisé. Donc on pourra, ils sont numérisés, ils vont peut-être être mis au fur et à mesure en ligne. On pourra les consulter exactement. Voilà. Et bien sûr, pour toutes les personnes passionnées, toutes les personnes qui font des recherches, peuvent accéder au CNRPH de manière très simple. Voilà, il faut s'inscrire seulement, avoir une photo, c'est cela? Alors, accéder notamment à la bibliothèque qui contient des trésors. Donc il faut juste, je crois, une photo, une petite cotisation, je ne suis pas très sûre, je pense que c'est 300 dinars, et une copie de la pièce d'identité. C'est pas grand-chose. Et ça vous ouvre beaucoup de portes pour ouvre, les passionnés. Oui, voilà. Autant en tout cas, ils nous ont ouvert à nous les portes, pas que de l'Ibica, mais du CNRPH. Voilà. Alors, on parle de patrimoine aussi immatériel, c'est très important. On découvre plein de belles choses, plein de recherches qui ont été faites sur notre patrimoine immatériel, notamment dans le domaine de la cuisine, dans le domaine aussi de la transcription aussi, donc de chants, par exemple de Touareg, la Halil de Gourara, que le CNRPH, l'INSAD, par avec exemple, le ministère de la Culture, exactement, ils se sont occupés du dossier du classement à l'UNESCO. Donc, ils n'ont pas fait que pour ça, ils l'ont fait pour un tas de choses, mais ça passe effectivement par le Centre national de recherche préhistorique, le CNRPH. Et bien entendu, pour le montage d'un dossier, il faut aussi beaucoup donc, de travail. Et il faudrait aussi que ça arrive à convaincre aussi les chercheurs internationaux. Alors, c'est un travail qui dure sur plusieurs années, puisqu'il y a la collecte, il y a la transcription. On est en train de voir justement ces chercheurs qui travaillent au quotidien avec des loupes. Elle est en train de transcrire donc une cartographie. Il localise donc les sites, les stations. Justement, le CNRPH a plusieurs stations, dont celle de Hinlila, Tiaret, Tlemcen. Tlemcen, il y a un grand centre de recherche préhistorique aussi. Et Akbou. Il y a bientôt, je crois, il y aura celui de Djelfa, Boussaada. Et puis on avait un à Khenchla, je crois qu'il va être remis en marche. Voilà. Donc, juste pour rappeler aussi, c'est que le CNRPH dispose d'un énorme fonds, donc des ouvrages, mais aussi des enregistrements, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc l'année du Gourara, des chants kabyles. Ils ont numérisé aussi des bandes sonores de Pierre Augier. Donc, Mamri avait travaillé, Mouloud Mamri avait travaillé avec Pierre Augier aussi. Donc, plein de choses comme ça. Plein de choses. Et pour rappeler juste les autres éditions, donc les autres, on va dire, revues ou ouvrages qui sont édités par le CNRPH, pardon, il y a l'INSEN, il y a les travaux même du CNRPH, il y a les mémoires du CNRPH. Et ça aussi, c'est des choses qui ont commencé à être éditées depuis, je crois, les années 50 ou 60. Il y a les études qui sont faites par le CNRPH. Il y a bien sûr Majallet et Tarikh. Et il y a l'Ibica qui revient cette semaine. Voilà, et c'est un ouvrage qui est accessible, on peut le consulter quand on va au CNRPH. Bien sûr, on peut même consulter tous les numéros. Est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'il est disponible? Non. En librairie, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Ce qu'on peut acheter par contre en librairie, moi-même j'en ai acheté un récemment, c'est l'encyclopédie berbère. D'accord. Voilà, donc ça c'est possible, mais pas toutes les librairies. Ce sont des livres rares, c'est des livres anciens. Bien sûr. Les bons libraires. C'est très important. Bien sûr, chez les bons libraires. Quelquefois on peut y accéder aussi chez les bouquinistes. On peut les acheter en ligne sur des plateformes numériques. Oui, numériques, mais pas en Algérie. D'accord. Il faut payer, voilà. Il y en a quelques-uns. C'est des gens qui les avaient acquis il y a plusieurs années et qui les revendent. Voilà. Alors ça nous donne envie de faire donc de la recherche vous-même. Ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin pour aller vous intéresser de plus près à la préhistoire, à l'archéologie, à toute cette recherche patrimoniale.
le patrimoine algérien qui est immense. Je veux dire, c'est un travail qui est en illimité. Il faut toute une vie et plus peut-être pour pouvoir recenser et travailler et présenter. Voilà. Et puis on a vu, bien sûr, des beaux métiers que vous nous avez fait découvrir à travers votre reportage, des chercheurs qui travaillent sur des ossements, de la datation aussi. Exactement. Voilà. La datation. C'est des préhistoriens. Oui, il répertorie, il classe, il date surtout et il conserve. C'est la chose la plus importante. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Semira. Merci, donc, on a fait un gros plan sur la revue Libica. C'est une revue que vous pourrez donc consulter au niveau du CNRPH. Ils ont un site internet, bien sûr, et une page Facebook. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Amel. Voilà, on continue notre émission. Vous vous intéressez à notre cuisine et notre patrimoine. J'adore. Ouais. Vous allez découvrir un four traditionnel. Vous connaissez? Pour le pain. Pour le pain, oui. Ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait très bien transmis de génération en génération. Aujourd'hui, certaines femmes conservent cette technique et la transmettent à d'autres générations. Mriam Oussahid a rencontré cette dame pour nous. Regardez, c'est du côté de Qliha. Elle l'a rencontrée. On se retrouve juste après. Comme à l'accoutumée, Madame Ziyar nous ouvre les portes de sa maison pour nous faire découvrir un objet incontournable de la vie de famille, le four à pain en terre crue. Je suis présidente d'une association de la wilaya qui s'appelle Darna. Donc, fi Darna, on trouve tout. Et Hadi Darna. Et aussi, je suis représentante du patrimoine de Koléa. Patrimoine immatériel de Koléa. Donc, tout ce qui est tradition. Et j'œuvre tous les jours, sans arrêt. Mes activités, d'ailleurs, sont très connues pour préserver et sauvegarder ce qui reste de ce que nous avions auparavant. Il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les femmes du Maghreb construisaient ce four. Fait à base de terre, de paille et d'eau, si peu d'éléments pour faire un objet indispensable, si ce n'est vital, pour cuire le pain quotidien qui nourrira tous les membres de la famille. Les femmes, Zmen, travaillaient péniblement pour gagner leur repas quand même. Et donc, ils ne puisaient pas dans la poche du mari. Donc, c'est des choses qu'elles fabriquent elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, c'est un four traditionnel qu'on vous a montré. Un four traditionnel qui a été créé par des grands-mères ou là, par des aïeux Bekri. Et on appelle ça tabouna. Ce four, ça s'appelle tabouna. Et donc, un tabouna, vous avez vu, c'est avec de l'argile, de la terre, bien sûr de l'eau et tout ça, et de la paille, aussi des petites herbes et tout ça. Et la femme, elle va ramener l'argile, elle va ramener les terres et tout ça pour fabriquer le four. Et ensuite, l'allumer et pétrir le pain pour le mettre dans le four, le faire cuire et le manger. La dernière étape avant le séchage est le lissage avec la paume de la main. Le geste est sûr, mais surtout empli d'amour et de fierté qui caractérise la femme algérienne. Construit en quelques heures et séché au soleil, il ne faut que quelques jours pour que le four soit opérationnel et qu'il commence à dégager cette agréable odeur de pain. L'hospitalité et la générosité des Koléassiennes est bien connue. Et il est hors de question pour l'équipe et moi-même de quitter la maison de Madame Ziyar sans un déjeuner copieux. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal,
préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. On n'oublie pas que notre sponsor officiel Coral Peinture nous accompagne tout au long de notre émission. Eh bien, on accueille comme il se doit nos artistes et ils sont brillants, vous allez les découvrir et surtout il y a un visage familier que vous allez aussi découvrir. Il s'agit donc de Yasmine Taleb, bonjour. Bonjour, bonjour, j'espère que voilà, vous allez bienvenue bien. Parmi nous. Merci. Alors, vous avez ça m'a fait plaisir d'être ici aussi. Là, pour rappel, vous avez fait la 8e édition de l'Hanwa Shabab. Exactement. C'est arrivé 4e. Oui, c'est la dernière édition de l'Hanwa Shabab auquel j'ai participé, c'était il y a 2 ans, en 2018. Et voilà, c'était une expérience très enrichissante. Très enrichissante. Et aujourd'hui, vous êtes là pour le prouver d'ailleurs. Prouver un peu tout ce que vous avez appris et tout ce que vous allez transmettre aux téléspectateurs et à votre public, vos fans aussi qui vous suivent. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes accompagné par Smaïl Khaldi. Bonjour. Bonjour, ça va? Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes passionné de musique? Oui, je suis arrangeur et compositeur. Oui, arrangeur-compositeur. Vous avez fait une année à l'IRSM? Oui, l'Institut National Supérieur de Musique. Puis là maintenant, on a ouvert une production et un studio qui se base à Tizi Ouzou pour la promotion de jeunes talents. Sirocco Records. Vous êtes aussi à la base pianiste? Oui. Donc vous avez accompagné beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes aujourd'hui viennent vers vous? Oui, bien sûr, et j'essaye de faire mon maximum pour essayer de promouvoir la jeunesse. Parce qu'en ce moment, la jeunesse, on ne va pas dire qu'elle est marginalisée, mais qu'il n'y a pas de moyens en fait. Ils n'ont pas les moyens, mais on a une jeunesse vraiment très talentueuse. Tout à fait. On l'a constaté il y a quelques temps. On parlait donc de cette nouvelle vague d'artistes algériens qui avaient émergé, qui étaient tous brillants, chacun bien sûr dans leur domaine, notamment la musique. Et puis grâce à cela, on a pu avoir de formidables albums, singles. Aujourd'hui, vous venez présenter justement un single. Exactement, donc il y a quelques jours, enfin une semaine de cela, on a fait sortir mon tout premier single qui s'appelle Ek Nivrouili, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. C'est un single qui a pour thème la positivité, garder espoir et profiter des moments qu'on vit, les petits moments, que ce soit avec les amis, la famille, et puis voilà. C'est bien tombé en ce moment. Il faut donner de l'espoir à toute la population. C'est au fait un coup de pouce, un coup de reboost pour la population et pour les auditeurs, surtout dans ces temps de pandémie. Tout à fait. Comment est-ce que vous êtes arrivée à la musique, Yasmine? C'est un long chemin. Non, en fait, c'était... Vous étiez étudiante, vous étiez lycéenne? J'étais collégienne, on faisait des cours de musique, mais je ne me suis jamais dit qu'un jour j'en arriverais là. Et puis au lycée, j'ai intégré... de la scène ou encore... Oui, donc au lycée, j'ai intégré la chorale et tout, mais c'est plus après le lycée... Quand j'ai rencontré Ismaël Khaldi dans un spectacle, et c'est à ce moment-là qu'on a continué à travailler dans la musique. Et on a enchaîné les spectacles et voilà, des castings. Enfin, ça a été carrément un tournant important. C'était surtout l'année 2018, on va dire, parce qu'il y a eu énormément d'événements qui se sont produits, notamment la rencontre avec Idir, avec qui j'ai travaillé dans les 2 concerts qu'il a fait ici en Algérie. Et quelques temps après, Jamal Alem. Voilà, 2 grands noms donc, de la chanson et juste après aussi, c'était El Hanwa Shabab. Et voilà, après, les choses ont changé. Ma vie a basculé. Carrément. À partir de là, oui. Et positivement, on va dire. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On reste toujours marqué par ces rencontres, surtout quand on débute. Très, parce qu'au fait, je ne m'attendais pas à rencontrer Idir, par exemple, Layahmo. Je l'ai rencontré grâce à la radio de Tizi Ouzou, qui m'a donné la chance de chanter avec lui, parce que tout simplement, je chantais une de ses chansons très souvent à la radio. Dans le Ça donne quoi, si on vous demandait? D'accord. Le titre s'appelle RS Sili. D'ailleurs, c'est une chanson qui m'a marquée et qui restera toujours très particulière. On vous demande de nous chanter un petit extrait? Oui. On va profiter, vous avez ramené votre guitare, votre instrument. Et puis on vous a découvert comme ça avec votre guitare. Oui, avec ma guitare.
Et puis après, justement, Smaïl va nous dire ce qu'il pensait donc, des débuts donc, de Yasmine. Allez-y. Très très belle voix. Et justement, Smaïl va nous dire comment est-ce que vous avez découvert donc, cet artiste, Yasmine. En fait, sincèrement, ça s'est fait un pur hasard. On passait notre baccalauréat. Donc, elle faisait partie d'une chorale, la chorale de son lycée. Et moi, comme on avait des amis en commun et moi j'étais musicien, donc en plein Ramadan, on nous avait regroupés pour un spectacle, spectacle de fin d'année. Moi je profitais, je donnais des cours à des trisomiques en même temps, juste à côté, c'était à Saliha Watiki. Donc là, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, on a enchaîné, on a créé un groupe, petit à petit, et au final, il ne reste plus que moi et elle. Ouais, d'accord. Ceux qui sont plus avec vous, ils vous regardent probablement ce matin, vous les saluez. Oui, bien sûr, on les salue. Ça sera surtout Yanni Ishir. Oui. Yann Ishir qui faisait partie de notre groupe et qui fait toujours partie de notre cercle d'amis. Voilà. C'est vrai que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. On n'a pas pu continuer autant que groupe, mais franchement, comme on dit... Votre carrière a pris un autre tournant peut-être. Exactement. En fait, bien sûr, chacun avait ses occupations et puis voilà, nous on avait, on va dire que nos idées se concordaient. D'accord, très bien. Et puis vous nous avez ramené un clip, puisque pour le single, justement, vous avez préparé ce single qui va sortir, n'est-ce pas? Qui est sorti il y a une semaine. Il y a une semaine. Qui est sur la toile déjà? Oui. Ouais. Et qu'en pensent donc vos fans et tous ceux qui vous suivent? Franchement, j'ai eu d'assez bons retours par rapport à ce que je pensais à la base, parce que c'était quelque chose de très nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, surtout en Kabylie. Ouais. Donc c'est quelque chose, et aussi par rapport à ce que j'ai l'habitude de chanter. Donc franchement, j'ai eu de bons retours, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors on va le voir, le clip qui s'intitule donc Donner de l'espoir et la positivité. C'est-à-dire quoi qu'il arrive. Garder l'espoir. Oui. Très bien, on regarde.
Très belle chanson, beau clip. En tout cas, ça donne beaucoup de punch le matin. J'espère que le téléspectateur aussi va partager cet avis avec nous. En tout cas, beau travail, bravo pour cet effort. Et surtout, vous m'avez dit que vous avez beaucoup travaillé durant ce confinement. En fait, on a essayé de donner un maximum de positivité aux gens parce que vu la conjoncture, c'était pas vraiment évident. Les gens ne sortaient pas, surtout, bon, c'était avec le confinement, c'était pas le couvre-feu à 20h, c'était carrément des fois 13h, 15h, oui, donc les gens, on a essayé d'atténuer au maximum comme on a pu, avec les musiciens, les artistes qui ont contribué bénévolement, donc on a essayé de donner un maximum de positivité aux gens. Voilà. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a fait l'hommage à Idir avec des artistes comme Samira Brahmia, Cheikh Sidi Bémol, Nouria, Wali, Rizqi et moi. De la chanson, oui, franchement, d'ailleurs Aïda aussi, Aïda Olmo, et bien sûr les musiciens qui ont répondu présents pour rendre cet hommage. Voilà. Et puis le fait d'être passé par le Hanwa Shabab, ça vous a donné aussi un peu plus de courage pour affronter par exemple les caméras, affronter aussi le public, faire de la scène un peu plus. Oui, il faut savoir aussi que j'avais commencé à faire de la scène bien avant. Donc c'est vrai que l'expérience que j'ai acquise d'Al Hanwa Shabab, c'était plus géré en direct parce que les lives, ces émotions, voilà, les primes, ils étaient vraiment en direct, donc on n'avait pas trop droit à l'erreur. Et puis voilà, on a appris à gérer ça et à voilà. Reste la continuité qui n'a pas suivi. Oui, malheureusement. C'est dommage. Mais après, franchement, moi, je pense que ce n'est pas... même si, oui, je vais dire qu'ils sont censés quand même nous suivre. Mais... Exactement. Ouais. Voilà, et c'est ce que vous avez avez fait. Il ne faut pas attendre aussi que les gens ou que les producteurs viennent leur proposer. Il faut aussi faire le pas. Très bien, très bien. Vous restez avec nous, on va prendre un appel. Vous savez qu'aujourd'hui les pluies sont torrentielles. On s'inquiète un petit peu sur les nouvelles du ciel et surtout le BMS spécial. Alors on aura par téléphone Houaria qui est avec nous, Ben Raktak, qui est donc la chargée de communication du Centre météorologique de prévision. Bonjour Houaria. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour Houaria, comment allez-vous? Alhamdulillah. D'habitude, vous êtes parmi nous pour nous parler quand, bien sûr, il y a donc des BMS qui sont émis par Météo Algérie. Donc, vous allez nous donner un peu plus de détails sur la situation d'aujourd'hui, d'hier soir? Bien sûr, sans problème. Donc, effectivement, c'est une perturbation tout à fait classique, tout à fait normale. Elle a pris naissance tout à fait au début sur les régions ouest du pays, donc elle a intéressé les régions de l'ouest du pays par des averses de pluie, et qui actuellement évolue progressivement et se trouve sur les régions du centre. C'est pourquoi que Météo Algérie, elle a émis une vigilance orange niveau 2, donc c'est un BMS. Concernant les régions du centre, Chlef, Tipaza, Ndefla, Benidam, Dia, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès et Bouch-Bararich. En ce qui concerne les quantités de pluie qui sont prévues durant tout l'épisode jusqu'au dimanche à 8h du matin, donc ils peuvent dépasser tout de même localement les 60 mm. Et bien sûr, suite à l'évolution de cette situation météorologique, le système et la perturbation va se déplacer ultérieurement à partir de l'après-midi vers les régions de l'est du pays. Donc Météo Algérie aussi prévoit encore une fois des pluies qui seront aussi assez soutenues sur les régions de l'est du pays, bien sûr, durant cette journée. Très bien. En tout cas, merci pour tous ces détails. Houaria, je rappelle que vous êtes la chargée de communication du Centre national de météorologie. Merci beaucoup pour tout cela, toutes ces informations. Je vous en prie. Bonne journée. Également, au revoir. Au revoir. Ça permet aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin d'être prudents sur la route et bien sûr avoir plus de détails concernant la pluviométrie sur tout le territoire national. Donc on a pu avoir les nouvelles du ciel bien en direct, tout droit donc, du centre météorologique. On va apprécier une chanson peut-être en anglais, pourquoi pas?
Comme vous voulez, hein, vous choisissez. Mais nous, on aime bien écouter un petit peu toutes les versions puisque vous chantez en arabe, en français, en anglais, en kabyle. En kabyle surtout. Ouais, surtout. Et puis on salue notre amie Nawel Mebarek qui nous a donc mis en contact. On l'embrasse bien fort. Nawel Mebarek qui elle aussi est une grande artiste algérienne qu'on salue. Fly me to the moon, then let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs, then let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love Bravo, on peut l'applaudir, hein, n'est-ce pas, hein? C'est magnifique, merci beaucoup. Yasmine Taleb, rappelez-vous donc de ce nom et surtout guettez bien sûr les bons disquaires parce que bientôt l'album sortira. D'abord le single qui sortira, vous avez pu le voir à travers le clip et bien entendu écouter l'ensemble de ces chansons préparées avec vous, Smaïl Khaldi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Bon courage pour ce que vous faites dans le domaine de la musique avec tous les jeunes Algériens. Ben, on va essayer d'avancer au maximum. Inch'Allah, Inch'Allah. Et puis vous, Yasmine Taleb, on vous souhaite bonne chance. Vous avez votre master 2 à préparer, Oui, c'est cela? je suis en anglais préparation de mon mémoire, donc je vais soutenir, j'espère, dans pas très longtemps. Inch'Allah. Voilà, donc merci. En tout cas, on vous dit bonne chance pour Merci l'album, beaucoup. bonne chance aussi pour vos études. Et puis revenez souvent nous voir Inch'Allah, avec grand de la belle plaisir. musique. Franchement, Inch'Allah. avec grand plaisir. Merci C'est à vous très pour gentil. l'invitation. Voilà, on continue notre émission. On va apprécier donc dans un moment retrouver notre amie Maïssa qui va nous donner des conseils concernant les accidents de
Moi, je vais faire un plaisir de jouer à la maman aujourd'hui. Buita, comme on dit, ça me retombe, ça m'emmène dans mes années toute petite où j'étais bébé ou petite fille qui aimait jouer à la poupée. Alors aujourd'hui, Maïssa, tu vas nous expliquer un peu plein de choses aujourd'hui. Bonjour Maïssa. Bonjour Amal. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Alors aujourd'hui, tu vas jouer à la grande sœur. Oui, tu vas expliquer plein de choses aux jeunes enfants. Car on va parler des accidents domestiques. Très bien. Voilà, donc les accidents domestiques, aussi appelés accidents de la vie courante, sont les accidents qui surviennent à la maison. Il faut dire qu'ils sont devenus un vrai fléau, car les chiffres recensés par les structures sanitaires augmentent de plus en plus. Une fraction de seconde suffit pour qu'une catastrophe survienne. Voilà, une fraction d'inattention, comme on dit. Exactement. Et c'est une catastrophe, c'est vraiment des dangers. Et donc, c'est vrai, chaque année, on enregistre de plus en plus d'accidents domestiques. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va tenter de sensibiliser petits et grands sur les accidents domestiques et ce qui arrive chaque jour dans les foyers. Paradoxalement, la maison est l'un des endroits les plus dangereux pour les enfants, et notamment en bas âge, quand la vigilance des parents n'est pas de mise. Exactement, il faudra faire très attention. Oui. Alors aujourd'hui, tu nous as ramené une belle maison, c'est pour expliquer, c'est tout un schéma, et en même temps c'est aussi une maison de poupée. Hein. C'est une belle maison de poupée. Hein. Oui. Si on devait devenir toute petite, on serait assises là, toi et moi peut-être. Oui, peut-être. Donc aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit, on va parler des accidents domestiques. Alors au début, on va parler des différentes causes et comment les éviter. D'accord. Donc on distingue plusieurs genres d'accidents domestiques en fonction de leur cause et de leur lieu d'apparition. Les plus fréquents sont les chutes. On va commencer par les chutes. Elles représentent 3/4 des accidents domestiques et les conseils pour les éviter sont: alors pour le nourrisson, nous avons un petit nourrisson ici. Il faut le surveiller de près car il ne connaît pas encore les dangers. Oui, exactement. Et il y a les chutes aussi de sa table allongée, de sa chaise haute, etc. Alors, ne laissez pas votre enfant seul dans une pièce. Et on ne le saute pas du canapé ou du lit. Et surtout, très important, ne pas mettre des meubles à côté juste à côté d'une fenêtre. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il se sentira seul, il va monter, il voudra voir ce qu'il y a dehors et hop, il pourra tomber. Donc c'est un grand risque. C'est pour ça qu'on va lui changer de place. Voilà. Et comme ça, on sera beaucoup plus en sécurité. Alors, soit la maman, soit la grande sœur, soit le grand frère doit aussi surveiller. Surveiller, exactement. Les petits comme les nourrissons, comme pour les enfants. Et alors, nous avons aussi les chutes dans les escaliers. Les chutes dans les escaliers. Donc, on voit l'escalier, alors oui, exactement. Oui, donc pour le nourrisson, il est mieux d'installer des barrières de sécurité. Donc là, je n'en ai pas, mais ce serait vraiment bien d'installer des barrières pour les petits nourrissons pour ne pas tomber. Pour bloquer l'escalier. Voilà, en bas et en haut des escaliers, pour que ça, s'il est en haut, il ne descendra pas. Et s'il est en bas, il ne montera pas. Et apprenez à votre enfant à descendre et à monter les escaliers sans pour autant le laisser seul, jusqu'à ce qu'il sache. Toujours surveiller. Ça dépend de l'âge. Exactement. Il pourra escalader bien sûr cet escalier ou ramper ou le faire de manière tout doucement. En tout cas, jusqu'à ce qu'il sache tenir à la rampe. Voilà. Donc maintenant, nous allons descendre dans l'étage la cuisine. Voilà, chez la cuisine. Donc maintenant, on est dans la cuisine. Alors, la cuisine concentre beaucoup de dangers potentiels pour les enfants. En premier lieu, nous avons les brûlures. Alors, afin de les éviter, il ne faut surtout pas que les enfants ou les nourrissons se rapprochent des fours, des plaques chauffantes, des tabounas, des friteuses électriques, voilà, exactement. Donc, il ne faut pas qu'ils se rapprochent de tout ça. Et donc, regardez, j'ai un petit exemple d'une petite poêle. Donc, il faut toujours retourner le manche de la poêle vers l'intérieur de la cuisinière. Car l'enfant qui va s'aventurer dans la cuisine, il trouvera il pourra faire tomber la poêle et hop, l'eau chaude ou l'aliment chaud tombera sur lui, donc il ferait mieux. Et ça, c'est
Voilà, C'est très dangereux. Très souvent, Exactement. on enregistre ce genre d'accident. Hein, Oui. C'est très dangereux. Et aussi, il faut refroidir les aliments liquides avant de les servir aux enfants. Donc regardez, un petit biberon, quand on le met au micro-ondes ou dans une casserole pour le faire chauffer, il faut toujours le laisser un peu refroidir et le donner au petit bébé. Voilà. C'est magnifique, tu vois, on te voit très bien. Oui. Tu peux expliquer, hein. Tu peux expliquer à la caméra aussi. C'est vrai, et il faut aussi alors vérifier la température de l'eau avant le bain, donc faire couler l'eau froide avant l'eau chaude. Nous avons aussi les coupures. Donc, toujours dans la cuisine, il faut mettre hors de portée les ustensiles dangereux. Exactement, les ustensiles tranchants comme les ciseaux, le couteau, etc. Donc, ils sont très dangereux pour Même la l'enfant. fourchette, hein. Et, oui, la fourchette, donc les ustensiles des adultes finalement. Il faut les rendre inaccessibles aux enfants. Voilà, surtout quand ils sont en bas âge. Et alors, nous avons aussi le risque de l'intoxication et ou de l'empoisonnement. Donc, dès qu'il marche, l'enfant est très curieux de tout. Il met tout dans la bouche. Exactement. Quand tu étais petit, tu mettais aussi dans la bouche? Oui, je mettais beaucoup de choses dans la bouche. Il faut faire Dès que je attention. trouvais, oui. Les bonbons, les perles, les petits bijoux, etc. Oui, il y a un risque d'étouffement. Donc voilà, dès qu'il marche, l'enfant est curieux de tout. Et surtout de ce qui se cache dans les placards. Dans les placards et les produits ménagers et médicaments qui l'attirent avec leur couleur Et vive. donc les placards doivent être aussi condamnés. Exactement. Ils doivent être soit fermés à clé ou placer les produits ménagers, comme ici j'ai de l'eau de Javel, en hauteur pour que les enfants ne l'atteignent pas. Dans un placard ou Ou bien sûr tout l'enfant ne simplement peut pas en hauteur. accéder. Exactement. Donc voilà. Et alors la solution, c'est de les ranger soigneusement, comme je vous l'ai dit, en hauteur ou dans un placard fermé à clé. Ou utiliser des bouchons de sécurité. Alors ça existe, donc c'est des bouchons qui se ferment. Alors ici par exemple, exactement, donc c'est des bouchons qui se ferment avec sécurité, des bouchons de sécurité. Il y a un système que les parents, il n'y a que les parents qui les connaissent. Tu fais ça, tu appuies. Oui. Voilà. Il faut appuyer et pour pouvoir ouvrir. Et Exactement. même les adultes, quelquefois, c'est très difficile pour eux de les Oui, ouvrir. Oui, donc voilà. Nous avons aussi, comme je te l'ai dit, le risque de l'étouffement. Donc nous avons l'étouffement aussi, oui. L'enfant porte généralement, naturellement, tout ce qu'il trouve à la bouche. Et comme les petits aliments qui sont très dangereux, comme les cacahuètes, les petits bonbons, comme tu l'avais dit juste avant. Donc il ne faut pas le laisser jouer aussi tout seul et jouer avec des sacs en plastique, car il peut s'étouffer. Exactement. Il y a aussi le risque d'électrocution. Regardez, nous avons des petites prises là. Donc dès que votre enfant commence à marcher à quatre pattes, votre enfant est attiré par les prises. Les prises, et il peut s'électrocuter en y glissant ses doigts ou des objets en métal. La solution, c'est de protéger les prises avec des caches-prises. Plutôt des caches-prises. Donc la voilà. Alors c'est des prises. Il faut juste la placer. Si vous avez une prise, vous la placez. Comme ça, l'enfant ne pourra pas l'enlever. Si vous avez besoin de cette vis, ce cache-prise, vous n'avez qu'à la dévisser et la retirer. Voilà, avec une vis. C'est tout exactement. Et puis, il faut débrancher les appareils ménagers et vérifier les fils électriques et les prises défectueuses. Oui, et éviter surtout un appareil en présence d'eau, un appareil ménager en présence d'eau. Voilà, un appareil branché, un fer à repasser qui pourrait aussi aggraver donc, là encore la situation avec une brûlure, bien sûr, de cet enfant. Oui, nous avons aussi la noyade. Donc pour ça, on va descendre au dernier étage, qui est alors la chambre du petit. Donc, quel que soit, que ce soit une baignoire ou une piscine, l'enfant peut se noyer à seulement 10 cm d'eau. Seulement. Exactement. Donc, la meilleure prévention est de ne pas le quitter des yeux et à lui apprendre très tôt à nager. Comme regardez cette petite baignoire et le petit enfant dedans. Donc, il peut, sans faire exprès, descendre comme ça. Plonger, plonger, exactement. Et il ne saura pas comment se retourner. Donc,
voilà, il y a un risque de noyade. C'est pour ça qu'il faut toujours être à côté d'un enfant, d'un nourrisson. Il faut ne pas les quitter des yeux. Oui, nous avons aussi, enfin, en dernier, nous avons le risque d'asphyxie au monoxyde de carbone. Oui. Alors ça, c'est l'intoxication, l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est un danger permanent. La solution, c'est de penser à vérifier vos chauffages, car il y a dans des maisons, il y a des chauffages. Ici, nous avons des radiateurs, donc on est plus en sécurité avec des radiateurs. Oui, voilà. Et pour les chauffages, il faut les vérifier à chaque fois avant l'hiver. Très bien. Voilà. Voilà, juste pour la fin. Oui. Merci beaucoup, Maïssa. Tu De as rien. été formidable. Tu as très bien expliqué. En tout cas, bravo à toi pour cette sensibilisation pour les enfants. Tous ceux qui nous suivent ce matin nous regardent. Et grâce à Maïssa, on a pu avoir tous ces exemples, en tout cas dans la maison, des accidents domestiques qui peuvent toucher les enfants. Exactement. Merci, Maïssa. Oui, je veux juste finir avec un petit proverbe. Donc, le proverbe, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et puis moi-même, je voudrais remercier donc le propriétaire de cette maison qui nous a bien sûr gracieusement offert ce matin pour l'émission. Merci à lui. Donc c'est Décoration Rico, c'est donc une production nationale, c'est fait ici en Algérie. On les salue. Ils ont une page Instagram aussi. Donc merci de nous avoir prêté cette maison de poupée pour expliquer aussi les dangers des accidents domestiques. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Maïssa. Merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés ce matin dans Bonjour d'Algérie. On remercie aussi notre sponsor officiel Coral Peinture et on vous dit à dimanche prochain, Inch'Allah, avec Smaïl Belkaidia. À demain. Donc demain, oui, dimanche, Smaïl Belkaidia en direct de Constantine. Au revoir et bonne journée.